musique inquiétante, hôte bien habillé. Mesdames et messieurs, bienvenue à ma vidéo sur Blood on the Clock Tower. Oui, en fait, si vous joignez à la chaîne pour la toute première fois, Es-tu game, nous, on fait des comment jouer. Donc, on explique les règles de fond en comble, on remplace en quelque sorte les règles de jeu. Mais on fait aussi des parties intimes, qui sont des parties complètes avec mes amis, et on va jouer, on va vous expliquer les règles, mais vous allez voir au fur et à mesure nos stratégies, des stratégies gagnantes, et plus souvent, stratégies perdantes, si on regarde le lot. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau. J'ai envie de tester quelque chose, d'aller plus loin avec un jeu de société. Un jeu qui est venu me chercher en 2019, qui m'a happé de plein fouet, parce que moi qui est un amateur du loup-garou, j'avais vraiment aimé beaucoup le loup-garou dans ma tendre enfance, dans ma jeunesse, dans mon adolescence. À l'école de théâtre, on jouait, on faisait des parties, mais j'avais envie de quelque chose de plus. Et là, j'ai découvert en 2019 Blood on the Clock Tower. Je suis viré complètement zinzin avec ce jeu-là. J'ai écouté des heures et des heures et des heures de vidéos en ligne. J'ai fait des heures et des heures et des heures de parties en vrai. Et j'avais envie vraiment de vous faire découvrir ça. Blood on the Clock Tower, on a déjà fait un comment jouer. On a déjà fait 2 parties complètes qui se retrouvent uniquement sur notre Patreon. Donc allez-y, ça va nous encourager, ça va nous faire un grand plaisir. Mais aujourd'hui, j'ai envie de pousser plus loin parce que j'ai reçu un message de Open Season Games, qui est une compagnie franco-américaine qui vont faire un financement participatif pour créer la version française de Blood on the Clock Tower, qui s'appellera peut-être 100 sur la tour de l'horloge. Ça, c'est gratuit, c'est cadeau, Open Season Games. Prenez mes idées, ceci est pour vous. Donc avec Open Season Games, je me suis posé la question, ça serait quoi une autre vidéo que je pourrais faire qui pourrait intéresser vous, les gens à la maison, et qui pourrait aussi, moi, me rendre heureux, parce que je fais pas des vidéos pour me rendre malheureux, je fais des vidéos pour me rendre heureux. Donc aujourd'hui, on va se poser des questions sur comment devenir un meilleur maître de jeu ou comment bien débuter dans cet univers-là. Parce que il n'y a pas qu'une seule façon d'être un bon maître de jeu à Blood on the Clock Tower. Il y en a plein, mais il y a plein d'affaires à vérifier. Le rythme est important, l'interaction avec les autres, créer du suspense. Il y a plein d'affaires. Si tu fais une erreur, on gère ça comment une erreur à Blood on the Clock Tower? You made a big mistake! Huge! T'es tout seul comme maître de jeu, y a personne qui peut t'aider. Mais moi, je suis là pour t'épauler. Et en plus, ce qui est chouette, c'est que je vais pouvoir tester toutes ces choses-là au Ludicon le 8 et 9 novembre et vous en parler dans cette vidéo-là. Voir, est-ce que ce que je vous dis, ça a du sens ou je vous râle de la marde depuis 20 minutes? Hein? Mais on va d'abord commencer par se poser la question, qu'est-ce que c'est que cette bibite-là? Blood on the Clock Tower, c'est un jeu d'identité cachée. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ben vous connaissez le loup-garou, eh bien c'est ça. C'est comme le loup-garou, mais en version survitaminée. Dans le sens que, écoutez-moi bien, il y a tout ce qu'il y a dans le loup-garou. Il y a des rôles cachés, il y a des gentils, des méchants, il y a des nuits, des jours, il y a des morts. Mais ici, on change plusieurs choses. Les morts continuent à jouer. Les nuits, ben, se font quand même assez rapidement, puis en silence. On n'a pas besoin de parler ou quoi que ce soit. Le maître de jeu va venir te tapocher ici le petit genou pour te réveiller et ce sera à ton tour de prendre une décision. Il y a aussi que cette grande boîte-là s'ouvre et devient un grimoire. Et sur ce grimoire-là, on va pouvoir placer nos personnages ici avec ce qu'on voit. Mettons, si vous faites un cercle, ben, il y a un cercle ici de personnages et on va pouvoir les coller. Ça se colle à même la boîte. Ce qui est extraordinaire, donc c'est un outil du jeu en soi. Et dans cette boîte-là, il n'y a pas juste 5-6 rôles. Non, 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 non. On a un scénario qui s'appelle Trouble Brewing. Là-dedans, il y a une vingtaine de personnages. On continue avec Bad Moon Rising, une autre vingtaine de personnages. Et on continue encore avec Sect and Violet, qui a encore plein d'autres personnages. Et à ça, on rajoute aussi les Travelers, qui sont, si à un moment donné, tu as une gang de personnes qui veulent jouer et qu'il y en a 2 autres qui vous les attendez, ou il y en a qui veulent partir un peu plus tôt, eh bien, tu peux leur donner un Travelers et ça ne changera pas l'issue de la partie. Donc, dans cette boîte-là, il y a énormément de personnages, énormément de rejouabilité, et tous les personnages ont quelque chose de le fun. Dans ça, c'est pas des villageois, là. Ils ont des rôles
clés qui vont faire en sorte que, sincèrement, même le plus petit personnage va avoir une influence incroyable sur la victoire ou la défaite d'une partie. Donc, on se sent vraiment apprécié en tant que joueur. Par contre, le maître de jeu, parce qu'il y a un maître de jeu comme dans le Loup-garou, autant j'aimais pas tant ça être maître de jeu dans le Loup-garou, autant dans Blood on the Clock Tower, je sens que je fais partie des joueurs. Parce que, en tant que maître de jeu, ton but, c'est de créer un ballon équilibré. Donc, d'essayer que ni les méchants ou ni les gentils soient en train de gagner, c'est vraiment de faire en sorte que ça t'offre, que la partie dure. Parce que si la partie dure juste une nuit, c'est pas tant le fun pour personne. Parce qu'on vient d'apprendre les règles pendant 20 minutes, etc. Donc, le maître de jeu, il a une influence capitale. Il peut mentir aux gens. Il peut dire des informations qui sont pas vraies. Il peut aussi dire des vraies choses. C'est juste parce que des fois, t'es un personnage cool, mais tu ne sais pas que toi, en plein milieu de la nuit, t'es allé boire une bière avec le marin du village. Donc, tout ce que tu vas avoir comme information du maître de jeu, ça va être de la sauce. Ça va être rien. Tout ce que je vais te dire, ça sera pas vrai. Fait que c'est vraiment cool, mais c'est quand on dit la vérité, quand on dit pas la vérité en tant que maître de jeu, ou même il y a des personnages que c'est toi qui choisis quand est-ce qu'ils meurent. Il y a énormément de plaisir en tant que maître de jeu. Mais donc, beaucoup de plaisir, un grand bac à sable, vient quand même avec beaucoup de questions et un apprentissage certain. Alors, comment on fait pour être un bon maître de jeu de Blood on the Clock Tower? Bon, si c'est la première fois que tu joues à Blood on the Clock Tower, que tu sois maître de jeu ou joueur, relax, ça va bien se passer, tu es outillé pour avoir du plaisir. Mais en gros, moi, ce que j'aime vraiment faire, c'est créer une ambiance. On le voit sur la boîte. C'est horreur, c'est stressant ce jeu-là. Il y a de la traîtrise à tous les coins de rue. Donc, musique d'ambiance. Il y a même des playlists en ligne que tu peux prendre. Ça va faire en sorte que les nuits vont passer plus rapidement pour vos joueurs. Puis en même temps, ça va créer une ambiance déjà là où est-ce que les gens vont se sentir peut-être un peu mal à l'aise. Ah, c'est OK, je me sens pas super bien, ils ont les yeux fermés, ils ont de la musique un peu intense, weird qui se passe là. Ils rigolent un peu parce qu'ils se sentent pas super bien, parce qu'ils savent que peut-être qu'ils vont mourir cette nuit. Puis j'aime aussi créer des petites bulles de comptage. J'aime ça que mes joueurs deviennent des compteurs. Hey, vous vous réveillez ce matin, puis devant vous, il y a un cadavre. Le cadavre de Hugo. Hugo, peux-tu nous expliquer dans quel état on voit ton corps au sol? Puis là, ça lui donne le moment de pouvoir dire ce qu'il veut, de créer quelque chose et de faire en sorte que les gens vont avoir une image. Peut-être une image dark ou une image comique, on ne sait pas, c'est vraiment aux joueurs de le faire. Puis ça, je trouve ça cool. Puis l'autre moment que j'aime beaucoup, c'est quand on se met à accuser des gens. Parce que oui, dans Blood on the Clock Tower, on accuse, on dit « Moi, je pense que toi, t'es un méchant, puis je veux te voir mourir. » Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'il y ait vraiment un plaidoyer. Je me sens comme dans une salle de cour, dans le palais de justice de Montréal. Levez-vous. Vous voulez, vous, mettre cette personne-là sur la place publique? Expliquez-nous pourquoi. Alors, cette personne-là va expliquer. J'aime ça qu'ils soient debout. Comme ça, ça fait en sorte qu'ils peuvent parler, ils peuvent se promener, ils peuvent chercher leurs mots, mais ils sentent comme s'ils étaient des avocats. Ils vivent un bon moment. Et même chose, quand on se défend, la personne se rassoit, le défendeur se lève et explique, non, je vois pas ce qu'il dit là, c'est un malotru, il est sans doute le méchant, lui. Ça laisse de l'ambiance, le fun autour, où les joueurs sont pas juste là à se pointer, puis c'est tout, puis on passe à la nuit. Ça, c'est pas cool. On a envie de créer quelque chose qui vont marquer les joueurs. Un des points capitaux du jeu, c'est que ce jeu-là, t'as pas envie qu'il dure 30 minutes, parce que ça a pris 20 minutes à prendre les règles. Mais t'as pas non plus envie que ça prenne 4 heures, parce que les joueurs ont envie de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont vécu, puis après 4 heures, c'est plus le fun. On est épuisé. Et c'est un jeu qui épuise. C'est un immense casse-tête mental. Donc, on a besoin de créer un rythme. En tant que maître de jeu, c'est votre devoir à vous de faire en sorte que qu'il y ait un timing précis. Donc, ce que tu fais, c'est que vous pouvez aller parler. Et ce qui est cool ici dans ce jeu-là, c'est qu'on parle pas en rond. On peut dire « Hey! » François? Mon Dieu, j'ai de la misère à trouver un nom. On peut dire « Hey, François, viens avec moi. » Et tu t'en vas dans la pièce d'à côté, puis tu peux dire « Moi, je fais vraiment pas confiance à Suzanne. Suzanne, ça fait 2 jours qu'elle me ment, puis qu'elle dit des affaires à gauche et à droite. » Alors,
il y a des moments de discussion. Ces moments-là, ils pourraient durer 1 heure. Mais c'est à toi, maître de jeu, de ramener ça. Moi, je laisse, surtout la première journée, je le laisse un petit peu plus long et je diminue de jour en jour. Tour de parole qui peut être un genre de 10 minutes. Allez jaser, vous avez 10 minutes pour jaser. Bon, pendant ce temps-là, je fais mon petit pacing pour la prochaine nuit, je prends mes petites notes. Parce que ce que j'aime aussi, c'est qu'à la fin, j'aime ça faire un petit retour sur la partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que comme il y a énormément de mensonges, de traîtrises, de choses comme ça qu'on va apprendre au fur et à mesure de la partie, ben des fois, on va être complètement largué par le jeu. On va arriver à la fin, on va faire « Mais moi, je pensais gagner. Je suis le méchant. Je comprends pas pourquoi je viens de perdre, puis je suis encore en vie. » Eh bien, parce que t'étais pas méchant. Non, t'étais seulement lunatique. Fait que... Et là, j'aime ça avoir un moment pour expliquer les choses aux gens. Si justement ta partie dure 4 heures, ben ton retour, tu vas avoir envie de le faire en 5 minutes. Mais le retour fait partie du jeu. Pour moi, à mon sens, à moi. Bien entendu, il y a plein d'autres maîtres de jeu. Mais moi, j'ai l'impression que ça, ce petit 15-20 minutes-là après la partie, il est primordial pour apprécier toute la profondeur de ce qu'on vient de vivre tout le monde ensemble. Donc, créer des petits moments stratégiques, des 10 minutes, ou de créer des moments où est-ce que, OK, vous pouvez mettre quelqu'un sur la sellette, vous avez 3 minutes. Si vous ne dites rien, si vous laissez les gens aller, ça peut prendre 5, 10, 15, 20 minutes avant que quelqu'un se fasse mettre sur la sellette. Parce que les gens vont recommencer à parler. Ayez en main votre gang. Il faut vraiment que la gang comprenne qu'il y a un timing. Et que ce timing-là, il est le fun. Parce que de la contrainte naît la créativité. Donc, si j'ai moins de temps, je vais plus rapidement essayer de trouver des arguments pour mettre quelqu'un sur la sellette. Bon, là, je dis donner le spotlight à vos joueurs. Oui, mais il y a certains joueurs qui n'ont pas envie d'avoir le spotlight. Et c'est à toi, en tant que maître de jeu, de comprendre la dynamique de ton groupe. Je veux dire, si tu te mets à dire à quelqu'un « Hey, vas-y, c'est à toi, explique-nous comment t'es mort », puis que la personne a de la misère à improviser, elle passera pas un bon moment, les gens vont se sentir mal à l'aise, puis on veut absolument pas ça. On veut que les gens se sentent à l'aise du début à la fin de la partie. Et pour ça, il faut que tu puisses regarder. Est-ce que aussi, même pendant la partie, quelqu'un a dit « Ah, ben lui, il est méchant », puis la personne s'est mise à complètement dire « Ben oui, c'est ça, je suis méchant », puis sa façon de jouer devient un petit peu colérique, agressive. Ben tu sais, tu peux aller la voir dans la partie puis te faire comme « Hey, oui, peut-être que tu viens de te faire pogner. » Mais commence à essayer de semer la zizanie au sein du groupe. Donnez vous-même des conseils à vos joueurs. Fait qu'oubliez pas, c'est vraiment primordial qu'il n'y ait aucun joueur qui se sente lésé ou qui se sente laissé au hasard. Si vous voyez que ça arrive, allez le rechercher. C'est vraiment la job du maître de jeu, que tout le monde passe un bon moment. Et pour passer un bon moment, il y a aussi 2 familles de pensée. Il y a des gens qui aiment distribuer eux-mêmes les rôles aux joueurs. Puis il y a ceux qui, eux autres, passent une petite pochette puis on pioche notre petit rôle à nous au hasard. Moi, pour vrai, j'ai essayé les 2. Puis j'ai aimé les 2 et j'utilise encore régulièrement les 2 techniques pour 2 groupes particuliers. Mes amis, je ne peux plus leur donner des rôles parce qu'ils double guess. Donc, ils vont se dire « Ah, Raph m'a donné ce rôle-là parce que la dernière fois, il m'a donné tel autre rôle, puis là, il n'aurait pas fait ça 2 fois de suite. » Donc, ils se mettent à analyser en dehors du jeu. Puis ça, pour moi, c'est pas positif pour le jeu. Je veux vraiment que les gens se sentent incarnés dans le rôle. Donc, à ce moment-là, je veux pas qu'il y ait une tête qui font comme « Ah, c'est impossible qu'il y ait ce rôle-là parce que Raph n'avait pas donné ce rôle-là la dernière fois. » Fait que, mes amis, vous piochez. Et vous piocherez jusqu'à votre mort. Mais dans des conventions, c'est là le moment où est-ce que je vais voir, est-ce que la personne se sent un peu lésée par toutes les informations qu'elle vient d'avoir? À ce moment-là, je peux lui donner, moi, un rôle qui va peut-être la rendre plus à l'aise dans cette première partie-là. Parce que oui, il y a des rôles qui sont plus faciles que d'autres. Et donc, il y a des rôles qui s'activent seulement la première nuit. Donc, elle va lire son rôle, elle va faire « OK, donc c'est seulement la première nuit. » Elle va faire sa première nuit, puis après ça, le reste, c'est juste d'aller cumuler de l'information des autres. Bien entendu, elle va se faire dire ben de la marde. C'est normal, c'est ça le jeu. Mais tandis qu'il y a des pros aussi qui jouent et qui qui ont peut-être même envie d'aider ces jeunes-là qui commencent. Ou ces vieux-là, ma mère n'a jamais joué. Si elle joue la première fois, j'espère qu'il va y avoir un pro qui va l'aider, ma petite mère. Pauvre mère. Il y a des pros qui, eux autres, vont avoir envie d'avoir un rôle consistant, avec de la chair autour de l'os, qui va peut-être se réveiller à chaque nuit, avoir de l'information, ou peut-être être primordial pour certaines affaires, et qui va faire en sorte qu'eux autres vont pouvoir éclairer la lanterne d'autres joueurs. Puis il y en a peut-être aussi des petits comiques
Hein? Ça arrive dans tous les groupes, un petit comique. Ben lui, tu lui donnes un rôle, le crieur, qui à tous les jours, il va falloir qu'il dise quelque chose, puis s'il a raison, ben toi, tu peux tuer quelqu'un. Tu sais, il y a plein d'informations, puis ça, quand ça arrive, ben lui, il va peut-être dire au monde « Hey, allez-y, devenez crieur vous autres aussi. La seule personne qui va avoir raison, c'est moi, mais on va voir ça. » Donc, ça fait en sorte qu'il y a des rôles pour tout type de joueurs. Puis donnez-vous cette opportunité-là de pouvoir vous donner des rôles aux gens. Essayez-le, surtout dans vos premières parties, parce que vous allez voir que peut-être une personne elle se sent plus à l'aise, elle va mieux gérer le rôle, et vous allez aussi mieux comprendre tout ce que ce rôle-là peut faire, puis à quel point il peut aider les autres. Et ça va faire en sorte que vous aussi, vous allez pouvoir évoluer en tant que maître de jeu. Il n'y a pas une bonne façon de jouer à ce jeu-là. Je vais le dire combien de fois dans cette vidéo-là. Laissez-vous aller. C'est vous le maître de jeu. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes le dieu. Mais là, comment faire pour expliquer ce jeu-là convenablement à vos joueurs? Ce que j'aime faire, moi, c'est de le comparer en tout temps à des choses que les gens connaissent. Donc, on compare avec le loup-garou. C'est comme le loup-garou, nuit et jour. Tout le monde comprend ça. Il y a des gentils et des méchants. Tout le monde comprend ça. La seule chose, c'est quand vous mourrez maintenant, vous ne mourrez plus. Ah, là, il y a une petite excitation. On meurt plus. Il y a une autre affaire, vous pouvez maintenant communiquer, mais partout au travers de la pièce ou partout. Vous pouvez aller à la cuisine, vous pouvez aller au salon. Faites ce que vous voulez. Quand je vous dis que c'est le temps de revenir, on revient ici aux mêmes places. Ah, là, il y a encore une fois des petites nouveautés. On crée comme ça une envie d'apprendre les règles parce qu'on va de quelque chose qu'on connaît et on améliore cette chose-là avec quelque chose que Blood nous donne. Et après ça, je passe chacun des rôles, un après l'autre. Si les gens ont des questions, ils peuvent poser leurs questions. On termine les rôles. J'y vais aussi en ordre. Donc, les villageois, après ça, les villageois spéciaux, après ça, les amis des démons et les démons. That's it. Une fois que ça c'est fait, ça reste que connaissez vos rôles. Connaissez les rôles et lisez ce que vous pouvez lire là-dessus parce que vraiment l'important, c'est qu'il n'y ait aucune ambiguïté au niveau des rôles. L'ambiguïté, ils vont en avoir en masse au niveau du jeu quand ça va arriver. Fait que, pas d'ambiguïté, OK? C'est clair? Par contre, vous, en tant que maître de jeu, des fois, il y a des ambiguïtés. Des fois, il y a des choses qui peuvent se passer. Des fois, vous pouvez faire une erreur. Ça arrive. M'est arrivé cet été. J'ai pas réveillé la bonne personne. Au bon moment, j'ai pensé qu'une était morte puis il n'avait pas pointé la bonne... J'ai mal vu. C'est normal, ça arrive. Flagellez-vous pas. S'il y a une erreur monumentale, soyez franc. Faites juste le dire. Je pense que vos joueurs aiment mieux que vous le disiez, que finalement vous laissez ça comme ça, que la personne ne comprend plus rien. Déjà là, à la base, c'est tellement un gros puzzle que si en plus vous faites une erreur et vous le dites pas, là, ça devient un peu rochant. Je pense que l'important, c'est d'être toujours franc avec ses joueurs. L'autre affaire, c'est que si vous faites une erreur qui dévoile un rôle que vous auriez peut-être pas dû ou quoi que ce soit, qui fait en sorte que « Ah, il est mort, mais là, finalement, non, il y avait une deuxième vie. » Gardez-le mort. Ça, à ce moment-là, sinon, vous allez donner trop d'indices aux autres joueurs. Fait que votre but, c'est d'être franc avec vos joueurs. Mais si c'est pour nuire à la partie ou si c'est pour donner trop d'informations, soit aux démons ou aux non-démons, aux villageois, appelons-les les gentils, à ce moment-là, faites-le pas. Assumez votre erreur. Puis je veux dire, après ça, c'est ça l'affaire. C'est que la personne elle peut avoir été empoisonnée cette nuit-là. Il peut s'être passé 1000 affaires. Fait que, il y a des manières de se faufiler. Hein? Puis sinon, vous l'expliquez à la fin. J'ai fait ça parce que sinon, si je te réveillais pour telle et telle raison, ça aurait donné trop d'indices aux démons et les démons auraient pu gagner en 2 tours. Donc, c'est vous le maître incontesté, je l'ai dit tantôt. Donc, les choix que vous allez faire, ce sont des bons choix. Si vous voulez faire en sorte que vous revenez en arrière un tout petit peu, vos joueurs ne vous en tiendront pas rigueur. Si par contre, vous voulez le garder secret parce que ça donnerait trop d'indices à vos joueurs, à ce moment-là, c'est votre choix. Et vos joueurs vont accepter ce choix-là. Mais ils ne sauront pas, ils vont le savoir peut-être à la fin de la game. Fait que, il y a 1000 solutions, comme mon père dit. Il y a la bonne solution et la mauvaise. Pour s'améliorer, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de parler à d'autres maîtres de jeu. Je veux dire, il y a une communauté incroyable de Blood on the Clock Tower. Fait que pourquoi pas en profiter? Je vais justement appeler un de mes bons amis qui a commencé à faire ça à la suite d'une expérience qu'on avait fait ensemble de Blood on the Clock Tower. Oui, allô? Hey, Danny! Hey, Jean, comment ça va? Ça va super bien. Écoute, je suis vraiment content de te parler.
là, je suis en train de faire une grosse vidéo sur les maîtres de jeu dans Blood on the Clock Tower. Tu sais, les personnes qui commencent à être maîtres de jeu, puis aussi ceux qui veulent devenir meilleurs. Oh, cool. Ben, moi, je m'y connais un peu là-dessus, là. Ben, l'affaire, c'est ça, c'est que je pense que récemment, toi, tu avais commencé à être maître de jeu, puis récemment, tu es tombé aussi dans l'enfer de la drogue de Blood on the Clock Tower, puis tu n'arrêtes pas d'écouter des vidéos depuis. Est-ce que je me trompe? Non, pour vrai, t'as bien décrit ça, c'est comme un rabbit hole. Je suis sur YouTube à écouter des vidéos de partout, puis une fois que tu commences, ça ne s'arrête plus. OK, mais là, mettons quelqu'un qui commence à jouer à Blood, là. Non pas un joueur, mais un MJ. OK, mettons on commence à parler du maître de jeu. Ce serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais lui donner? Ah, ben ce serait probablement de l'essayer, de le faire, de pas avoir peur, parce que tu sais, c'est quand même gros. Au début, tu vois ça, tu te dis je serais jamais capable. Mais non, c'est pas vrai. Faut juste se lancer dedans. Puis de faire beaucoup de premiers scénarios plusieurs fois. Là. Le Trouble Brewing, tu sais, il est très simple. Puis tu sais, d'avoir confiance en soi-même, je te dirais. Mais aussi les vidéos YouTube, de voir du monde, de faire online, tu apprends beaucoup de trucs, tu sais, mettons un personnage qui fonctionne d'une certaine manière que tu n'aurais pas pensé. Fait que c'est le fun de voir des scénarios comme ça. Ouais, puis ça donne des trucs en plus, dans le sens c'est que toi, tu peux donner des trucs aux autres personnes, parce que là, maintenant, tu as une information capitale sur le fait que ce rôle-là se joue différemment de ce que tu pensais. Exactement. Puis, tu sais, ce qui est cool aussi, tu sais, je veux dire, ça, c'est comment le runner, mais... tu sais, on pense pas que ça va être le fun faire ça au début. Tu dis, moi, j'aimerais ça jouer. Mais juste voir la zizanie là, que ça crée, puis voir que tu as toute l'information devant toi, puis comment les gens sont comme complètement dans le champ ou du monde qui ont découvert mais qui se font tuer. C'est vraiment le fun, honnêtement. Puis, mettons, là, moi, j'étais un maître de jeu, je viens de faire une erreur monumentale. J'ai oublié de réveiller quelqu'un, ou j'ai dit que quelqu'un était mort puis il l'était pas. Tu ferais quoi, toi? Ben, écoute, ce qui est le fun quand t'es maître de jeu, c'est que tu ne peux jamais avoir tort parce que c'est toi le maître du jeu. Ça fit avec ta personnalité, ça, Mamala. Ouais, tu vois. Mais au fond, ce que tu peux faire, c'est que tu essaies de régler le problème. Fait que si c'est quelque chose que tu peux récupérer, ben tu vas puis tu le fais tout de suite, tu vas essayer de voir la personne, puis tu dis bon, je t'ai dit ça, mais c'est ça finalement. Sinon, ben tu t'arranges avec, the show must go on, puis à la fin, tu vas juste admettre ton erreur. Puis tu sais, le but là, à la fin, c'est pas que le jeu soit parfait. Le but, c'est que les gens ont du fun. Puis c'est vraiment ça qu'il faut se rappeler. Si le monde a du fun à la fin, on s'en fout, tu vas faire plein d'erreurs, puis c'est bien correct. Mais c'est surtout, moi, la première nuit qui me gosse. La première nuit est longue. Ouais. Oui. C'est-tu tout le temps long, toi, ou dans le fond, tu as un genre de petits tricks qui fait que je pourrais avoir un moment moins long? Ben, au fond, ce qui est cool avec Blood on the Clock Tower, c'est que, tu sais, c'est très, mettons, noob-friendly pour les DM, surtout le premier scénario, là, le Trouble Brewing. Oui, absolument. Fait que ce soit pour les joueurs ou pour le DM, tu as une feuille, au fond, puis ça te dit, mettons, la première nuit, puis là, dépendant des personnages que tu mets, ça te dit un ordre comme d'exécution des choses. Fait que, soit, tu vas réveiller telle personne, tu vas lui demander ça. Tu sais, c'est vraiment, t'as comme un checklist. Oui. Fait que peut-être, tu sais, quelqu'un qui a jamais fait ça, mettons, comme DM surtout, peut-être juste de checker ça avant. Tu sais, de lire, voir ça a l'air de quoi, lire c'est quoi que les personnages font, mais tu sais, après, c'est pas de la rocket science. Tu sais, les personnages, ils font vraiment, littéralement, ce que ça dit que ça fait, puis c'est tout. Tu sais, fait que tu suis ton checklist, puis normalement, ça devrait vraiment bien aller. Puis, là, moi, je veux voir de quoi avec toi. Il y a souvent des joueurs, dans les premières games, qui ne veulent pas tuer de jour. Genre, ouais. Pour vrai, là, c'est comme... Les gens qui ont joué beaucoup vont vouloir tuer rapidement, ce qui vont faire peur aux petits nouveaux. Mais là, moi, je suis comme... Un conseil pour les joueurs, ça serait de tuer la première nuit pour toi? La première journée, excuse? 100%. Tu sais, au fond, c'est parce que beaucoup de joueurs viennent du monde de loup-garou, des jeux comme ça. Une fois que t'es mort, c'est fini. T'as plus rien à faire. Puis, mourir, c'est pas bon dans ces jeux-là. Mais je pense que, tu sais, comme dans Blood, quand tu commences à expliquer le jeu aux gens, faut que tu te dises, le but, là, c'est pas d'être en vie puis d'être mort, c'est d'avoir de l'information. OK? Absolument. Puis quand tu meurs, t'en as des fois. Fait que mourir, c'est bien, mais c'est une bonne chose dans ce jeu-là, si ça peut te donner de l'information. Puis c'est surtout que tu peux gagner en étant mort, puis tu continues à jouer en étant mort. Fait que je pense que c'est vraiment de souligner ça quand tu expliques le jeu à des nouveaux joueurs, de faire mourir, c'est une bonne chose. Fait que c'est ça. Good. Puis mettons en terminant, Danny, y a-tu quelque chose que tu veux dire à un nouveau joueur de Blood, que ce soit un maître de jeu ou un nouveau joueur?
Ah, au fond, si tu penses que tu connais ton groupe d'amis, mais tu ne connais pas jusqu'à ce que tu joues à ce jeu-là. Ah, c'est écœurant. Hey, écoute, moi, tu as parlé de la halte ludique. Tu jouais avec Simon, hein, la halte comme maître de jeu? Oui, ils font une partie à chaque mois là-bas. C'est vraiment le fun. On a fait plusieurs scénarios. Puis justement, mais Simon, c'est un des meilleurs maîtres de jeu. Je t'inclus toi aussi, Raph. Ah, t'es un amour. Mais Simon est vraiment, vraiment bon. Fait qu'il connaît le jeu. Puis il sait comment te rendre à l'aise aussi. Fait que, ouais. Ben justement, je pense que je vais aller poser quelques questions à lui aussi. Fait que je pense qu'il n'y a rien de mieux que de parler à plus de maîtres de jeu. Ah, 100%. Ça, tu es la bonne personne. Tu t'en vas à la bonne place. Fait qu'on se lance, on se pitch. On va aller voir Simon, qui est aussi un autre maître de jeu, qui laisse pas sa place. Hein? Merci, Danny. Ça fait plaisir. Merci à toi, Raph. Oh. On se voit à Liscon. Fuck ouais, man. Hey, Salut, Mister, ça va? ça va toi? Oui, je suis trop content. Mon Dieu, tu m'as déjà commandé une bière? Ben ouais. 100%. Faut arriver préparé. Ben c'est ça, t'es un gars qui se prépare bien. Ouais. Puis justement, je suis vraiment content de pouvoir te parler aujourd'hui parce que, bon, toi, tu m'as sauvé la vie l'année passée au Ludicon parce que est arrivé 3 personnes de plus, j'avais jamais joué avec les Travelers. Et là, j'ai compris que toi, tu faisais ça à tous les mois. Depuis combien de temps tu joues à Blood? Au minimum 2 ans. OK. Fait que ça fait plus de 2 ans que je joue régulièrement une fois par mois. Comme joueur ou comme DM? Majoritairement plus DM. Je fais du storytelling. J'ai déjà joué à des games et tout ça. Fait que j'ai déjà été joueur. Mais je suis principalement un maître de jeu, maître de cérémonie. Je te dirais à 90% du temps. Là, c'est ça. L'idée de la vidéo, c'est vraiment d'aller plus loin, d'aider les gens à la maison qui veulent peut-être pour la toute première fois toucher à Blood, Ouais. d'y aller. Des gens qui sont déjà des grands pros puis qui veulent en apprendre davantage. Ouais. Puis même moi, des affaires, je vais améliorer. Il y a des questions que je me pose. Ouais. Fait que je te pitch plein d'affaires, Ouais. puis on parle de ce qui t'intéresse dans tout ça. OK, cool. À un premier joueur, quelqu'un qui joue pour la toute première fois, qui veut DMer sa première game, c'est quoi le premier conseil que tu lui demandes? Que tu lui dis? OK. De ne pas avoir peur de se planter. Le jeu, ça reste un jeu où tu joues avec d'autres personnes. Tu joues avec des amis, le but, c'est d'avoir du plaisir. Fait que, autant les joueurs comme s'attendent à ce que tu sois la personne qui lead le groupe, mais en même temps, ils savent que tu peux être transparent, tu peux faire des erreurs, tu peux avouer de avoir fait des erreurs. Il y a plusieurs façons de le gérer. Tu peux le gérer de façon secrète. Ah, je vais essayer de voir si ça passe sous silence, ou de juste l'admettre. Hey guys, j'ai fait une petite erreur, on va juste faire un petit correctif. Puis, ou même dans un contexte où tu joues pour la première fois avec des gens que tu ne connais pas, de ne pas avoir peur de faire écoute, c'est ma première game, d'être transparent, Je trouve que Blood and Uncle Clower, c'est une communauté qui est vraiment, vraiment acceptante, qui est vraiment ouverte. Ils savent on sait que le jeu il est quand même complexe d'emblée. C'est correct, tu sais. Il y a des petits éléments qui peuvent être plus difficiles à comprendre au début, mais ensemble, on va passer à travers. Tu sais, moi, j'ai eu mes premières games avec des gens qui étaient des premières games. On a fait des erreurs, on s'est trompé, on pensait qu'un truc fonctionnait d'une certaine façon, puis là, on regarde plus tard, et ça marche pas du tout de même. Puis par ce fait même, moi, je pense que la quote que je dis le plus souvent, c'est « Je me trompe pas, c'est un house rule ». C'est exactement ce que Pierre-Louis dit la plupart du temps. Fait que je trouve que ça permet de enlever un peu le fardeau de on va se planter. Même que le jeu a rajouté un fable character que c'est t'as droit, tu vas te planter ou t'as même le droit de te planter volontairement pour enlever cet aspect de stress qu'on a puis de faire check. On est là pour avoir du fun. Absolument. Tu as parlé des personnages tantôt. Oui. Dans les règles, on parle du petit sac qu'on passe à tout le monde, Ouais. puis que c'est une pioche au hasard. Moi, j'ai déjà fait tout ce que je donnais les rôles, puis c'était quand même le fun. Oui. Toi, tu situes où là-dedans? J'aime plusieurs façons de le faire. Honnêtement, il y a une multitude de règles qui peuvent s'adapter. Si toi, tu trouves que, écoute, moi, j'aimerais ça te donner les rôles parce que je vais donner les rôles aux gens que je pense que ça va bien gérer, moi, ça va me sécuriser. Go for it. 100%. C'est votre jeu. Quand c'est vous qui jouez votre game, c'est votre jeu à vous. Il n'y a personne d'autre qui a le droit de dire quoi que ce soit. Il y a comme 1000 façons de gérer ce jeu-là. 100%. Puis c'est ça la beauté du jeu-là, c'est que
la structure est tellement forte et elle est bien mise en place que tu peux enlever des blocs comme une tour de Jenga, puis ça va tenir quand même. Tu déplaces tes affaires, tu tentes encore une fois des trucs, de dire, mettons, j'ai déjà fait une game où j'ai fait un full random. C'est même pas moi qui ai choisi les rôles, parce qu'il y a l'application avec... Tu mets des rôles au hasard, voir ça donne quoi. Ou de donner des rôles, ou les donner d'avance. Mettons, tu as un premier groupe, tu dis, écoute, je vais leur donner d'avance, comme ça, ils vont pouvoir aller consulter des informations. C'est une bonne idée, de ça. faire, hey, je vais aller me renseigner sur ça. Un peu comme une game de Donjons Dragons, où tu as ta fiche de personnage d'avance, que tu sais un peu vers quoi tu t'embarques, parce que, veux pas, les joueurs vont peut-être aussi stresser que toi. Parce que, je veux pas être la personne qui fait planter la game parce que j'ai révélé mon personnage à tout le monde parce que j'étais le démon et j'étais stressé ou peu importe. Fait que ça joue des deux morts. La barrière de la langue, j'ai l'impression que des fois, ça fait quelque chose de quand même un peu... J'ai des amis qui, eux autres, parlent pas du tout anglais. Fait que là, il faut que j'aille leur parler. Puis là, ils regardent le truc, puis ils ont de la misère. Là, présentement, c'est une version française qui s'en vient. Oui. Si on fait cette vidéo-là, c'est parce que ça s'en vient. C'est vraiment Toi, cool. penses-tu que ça va être un outil qui va te servir, que ce soit en français, ou pas tant? Puis dans le sens, il n'y a pas de pression à ce que tu dis jouer parce qu'ils sont là. Mais 100%, j'ai déjà eu des contextes où j'ai dû faire une traduction manuelle des termes. Parce que le Blood on the Clock Tower, l'affaire à savoir, c'est que le choix des mots est très, très important. Parce que, justement, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup d'éléments. Fait il y a beaucoup de petits trucs. Et donc, le traduire, des fois, justement, tu essaies de le mieux possible d'imiter ça, de faire « Ah, il faut vraiment utiliser ce mot-là ». Puis c'est là que tu réalises que la traduction est vraiment difficile à faire. Ouais. Mais je l'ai fait, je vais check. J'ai fait du mot pour mot. Ceci dit, s'il y a des questions, tout ça, je vais venir approfondir. Parce que j'ai déjà eu des personnes qui, écoute, je parle pas un mot anglais, tu me donnes une feuille, je ne comprends rien dessus. Fait, OK, j'ai fait une feuille, mais habituellement, je le savais d'avance, fait que je l'ai apporté d'avance. Je n'étais pas on the spot, traduit tout. Ça a été l'enfer. Mais, fait que d'apporter ça, de faire voici un outil. Encore une fois, ce qui est fort de Blood, c'est l'aspect outil. C'est un jeu avec énormément d'outils, des petits jetons, des petits trucs que tu pourrais ne pas utiliser si tu n'as pas besoin. Encore une fois, c'est de les essayer. De faire, OK, peut-être que mon groupe de joueurs en anglais, ils se débrouillent, puis tu sais, c'est des joueurs qui jouent en anglais habituellement, mais de sortir peut-être une feuille en français une fois dans 100 ans, il y a peut-être des liens qui vont se faire de « Ah, OK, ouais, je l'avais pas compris de même. Justement, je le comprenais de telle façon, mais il y a une subtilité du langage que j'ai pas vue. Fait que c'est ça, je dirais que c'est un super bel outil. Je suis vraiment content qu'il y a des traductions, puis il me semble qu'il n'y a pas juste français, il y a d'autres langues. Oui, je pense que la compagnie a demandé des volontaires pour d'autres langues, parce qu'ils veulent étendre ça, parce que c'est un jeu qui est joué mondialement. Oh oui, c'est génial, là. C'est fou. C'est ça. Je veux dire, là, j'ai plus besoin de vous le vendre, je suis vendu à la base. Mais pour les gens, là, t'aurais-tu un dernier conseil, quelque chose qui te vient en tête, que tu dis, hey, faut que vous le sachiez, ça? Ayez pas peur de prendre des notes. Je pense qu'il y a des gens qui ont peur de se perdre avec le papier, tout ça. Une note, ça peut être juste un petit commentaire. J'y fais pas confiance. En tant que joueur et DM? Et DM, les deux. Parce que des fois, c'est de prendre pour acquis des choses. Fait que c'est un peu en deux shots, là, je dirais. Prendre des notes, ça aide à se structurer. Parce que prendre pour acquis que je vais faire telle chose. Ouais. Ou telle chose va se passer, c'est bon, j'ai oublié, il fallait que je fasse quelque chose, je voulais intervenir, dire un point de règle ou quoi que ce soit, et ça a dépassé. J'avoue qu'à chaque fois que je vois un joueur avec son calepin, je suis comme, il est préparé, puis il me fait peur. Non, mais en tant que joueur, là, même moi en tant que joueur, des fois, je suis comme, lui, il a de quoi en arrière de la tête, là. Tu sais, il improvise pas, là. Ouais. Puis toi, il fait juste dessiner une petite fleur, puis t'es comme genre, c'est... il m'a eu, il m'a fait à croire qu'il est vraiment le mastermind, puis là, non. Et ça lui permet de déstresser. Puis c'est écœurant. Ben, merci tellement pour toute ton expertise. Moi, je me sens comme outillé pour aller faire la game en fin de semaine. Yes. Parce que là, c'est bientôt. Puis je vais vous en parler après. C'est la première fois que je fais 2 games de suite. Okay. Mais ils sont pas de suite, mais dans le sens que 2 jours différents. Est-ce que ça va être les mêmes groupes qui sont en train de préparer la même affaire? Je suis encore en train de me dire, je veux-tu faire 2 boîtes différentes pour comme moi me challenger un peu? Parce que je suis tanné de la faire la première, d'aller ailleurs que le Bad Moon Rising, tu sais.
Mais en même temps, si je challenge mon monde, Ouais. plus pour moi que pour eux, je leur fais pas passer une belle soirée. Non. Mais Fait que des fois, s'ils sont pas rendus là, exact. Surtout dans un contexte où ce que le monde, des fois, ça se peut que tu tombes sur des premiers joueurs. Tu sais, je dirais un playgroup de tenter de faire « Hey, guys, j'ai roulé beaucoup le premier scénario, je veux faire le deuxième. Je suis pas sûr qu'on est peut-être prêt, mais je veux juste l'essayer. ouais, ça vous tente dessus. On se lance, puis tu sais, je te dirais, se challenger, ça fait partie du jeu de... Tu sais, au final, ton plaisir, c'est aussi... Ça fait partie de... T'as raison. Tu sais, un storyteller qui se fait chier à jouer, c'est pas le fun pour les joueurs. Fait qu'en même temps, tu fais, écoute, je vais faire de quoi? Ça va être chaotique, je vais me tromper. Moi, j'ai hâte de toutes les mélanger, les boîtes. Oh. J'ai hâte de prendre les meilleurs de chaque, Oui, de puis faire de quoi. tu vas de faire ton best-of de personnages. Hey, ça, là, je veux que ça soit chaotique. Personne n'a d'infos, tout le monde meurt. En fait, c'est eux qui jouent de moi tout au long. J'ai bien hâte. Fait que, écoute, dans les commentaires, on va mettre autant toi, où est-ce que tu fais tes sessions de Blood on the Clock Tower, si les gens ont envie de s'inscrire. Est-ce qu'ils peuvent s'inscrire en ligne ou c'est vraiment d'y aller? C'est vraiment d'y aller, de se présenter, au pire de passer durant la semaine, de faire un petit heads-up, un petit coucou. Je suis très parlable, je suis là assez souvent, donc... Super. Puis ici aussi à la bise, vous pouvez venir vous pointer. Arthur est là, il fait des games. Incroyable. Le petit gars, il a commencé il y a comme même pas 2 mois. Ah ouais, c'est il fou. torche, là. Ah ouais, c'est maudit. du baptême de feu, là. Il me gosse. Il y a du monde qui a du talent de même. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. Merci d'avoir dit oui. Ah ouais? Chin chin. Ah ouais? OK, là, j'en profite parce que c'est à chaud. Tous mes avis sont à chaud présentement parce que je reviens du Ludicon. Puis il faut que je vous explique tout ce que j'ai vécu en fin de semaine. Donc, le Ludicon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une convention de jeux de société qui est à sa 2e édition. Puis à chaque année, ils grossissent de plus en plus. Ça regroupe des joueurs, que ce soit des joueurs anglais, que ce soit des joueurs français. Ça unifie le Canada, motadine. Il y a des éditeurs, des distributeurs, il y a des jeux à pelleter, il y a des quiz. C'est vraiment extraordinaire. Puis à cet endroit-là, j'ai pu faire 2 sessions de Blood on the Clock Tower. Là, dans cette vidéo-là, je me donnais des pistes pour essayer de m'améliorer, puis de vous donner aussi, vous, des pistes de réflexion. Et puis là, sincèrement, il y a des affaires qui se sont bien passées, puis d'autres moins. Puis j'ai essayé des affaires, j'ai voulu me mettre en danger. Fait que, je vous explique. Tout d'abord, première journée, samedi, 18h. L'explication des règles est toujours un peu intense pour des premiers joueurs, et il y avait énormément de premiers joueurs. Et c'était une partie à 16 personnes. Donc, ça veut dire qu'on rajoute un Traveler. Un Traveler, c'est un personnage qu'on va y donner, on va le donner à tout le monde. On va le montrer à tout le monde. On va dire, ben, ce personnage-là, il est, et dans ce cas-ci, était le déviant. Et ça, je l'ai pris parce que ça allait me faire rire. Il y a une des personnes qui, elle, devait me faire rire en tant que maître de jeu. Et si il me fait rire, eh bien, à ce moment-là, il est sauvé d'une exécution ou d'un exil. C'était très drôle. Puis à ce moment-là, ben, vous avez rencontré Simon. Eh bien, Simon, je lui ai demandé s'il voulait pas la faire avec moi. Pour que je puisse apprendre de lui, parce qu'il fait ça aux 2 semaines, puis en même temps, 16 personnes, ça peut devenir beaucoup de trucs à gérer, puis je me sentais... j'avais envie de l'essayer, je l'avais jamais fait. Puis je dois vous dire que si votre première game, vous vous sentez un peu... vous avez besoin de soutien, de le faire à 2, là, sincèrement, c'était très agréable. Il y a comme quelque chose de... OK, regarde, je m'occupe des jours, tu t'occupes des nuits, on s'occupe des exécutions, on est ensemble pour répondre aux questions, donner des cues pour essayer d'aider les nouveaux joueurs. Pour vrai, ça a vraiment passé comme sur le dos d'un canard, ça se dit ça? Non, mais ça a été vraiment incroyable. Puis en plus, Simon, avec toute son expertise, je voyais à quel point il nous a dit dans l'entrevue qu'il n'était pas un gars qui était studieux. Mais il y a quelque chose de très studieux dans Blood on the Clock Tower de sa part parce que chacun des rôles, on a mis des rôles puis on a fait « Ah, mais tu sais, à 16 personnes, s'il y a ça, ah, ben ça serait mieux de mettre celui-là. » Puis tu sais, je le voyais vraiment excessivement investi et c'est très cool. Ça m'a donné envie justement à la 2e journée. S'il y avait beaucoup de monde ou je voulais faire quelque chose de nouveau, je voulais changer. Et il y avait justement énormément de joueurs de la veille qui étaient revenus pour cette 2e édition, cette 2e game. Et puis là, je me suis dit, on va essayer un autre scénario. Puis là, j'ai monté au 2e scénario, qui était le scénario de Bad Moon Rising. Puis pour vrai, tu sais pas c'est qui le démon, il y en a comme 4 qui peuvent être différents.
Et il y avait des jeunes, 2 enfants. Puis j'ai trouvé ça extraordinaire de voir à quel point les enfants se sont fait manipuler par le mal. Non, mais c'est un scénario un petit peu plus crunchy, mais les enfants, ils ont eu aucun problème. Ils ont eu beaucoup de plaisir, ils étaient excessivement investis, ils allaient voir les gens, ils parlaient au monde, que ce soit en français ou en anglais, parce qu'on avait des gens justement en français et en anglais dans les 2 parties. Puis je trouvais ça extraordinaire que ce jeu-là réunisse tout le monde puis que tout le monde essaie de communiquer ensemble. C'est vraiment un jeu de communication, de faire en sorte que tout le monde passe un bon moment ensemble. Vraiment, j'ai été surpris des 2 games. La première et la deuxième ont duré très longtemps. Mon but était quand même de réduire, mais quand on tombe à 11, 12, 13, 16, 18 joueurs, c'est très difficile d'être en dessous de la barre du 2 heures. Là. Fait que ça n'arrivera pas. En plus, avec une explication de règles qui dure... La deuxième game, il a fallu que je l'explique 2 fois. Donc, on l'explique une fois, puis il y a d'autres mots qui sont arrivés, on l'a réexpliqué une deuxième fois. Ça fait en sorte que c'était quand même pas mal plus long. Mais pour vrai, j'ai parlé aux gens après. Leur expérience était très positive. Ils avaient envie de revenir justement après la première journée, de revenir à la deuxième. Ils étaient très contents d'apprendre des nouveaux personnages. Ils trouvent que cette boîte-là regorge de rejouabilité. Puis pour vrai, en tant que maître de jeu, je me suis amusé comme un tout petit fou. Mais je me suis mis en danger. J'ai essayé des affaires. Puis je pense que la morale de Blood on the Clocktower, puis pour vrai, j'étais stressé. J'ai été stressé les 2 jours. Parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. On a peur de faire des erreurs. On a peur de juste perdre le fil. Inquiétez-vous pas. Sérieusement, lancez-vous. Mettez-vous des défis. Amusez-vous avec ça. C'est vraiment un carré de sable que vous avez. Puis oui, on en fait des erreurs. J'en ai fait en fin de semaine. Hein, j'ai oublié de réveiller quelqu'un. C'est pas grave. J'ai dit au monde, j'ai fait « Hey, on revient dans la nuit. C'est une éclipse solaire, tout le monde. On referme les yeux. » Je veux dire, on est tous là pour avoir du fun. Donc, sincèrement, amusez-vous. Pitchez-vous là-dedans. Si ces conseils-là vous ont aidé, si vous trouvez que c'était une vidéo intéressante, commentez-nous. Puis si vous êtes maître de jeu, puis vous avez soit des endroits où vous faites des games, mettez-les en commentaire. Puis si vous avez aussi des conseils pour moi, mettez-les en commentaire. Je veux vous lire. Sérieusement, c'est un jeu qui vient me chercher à chaque fois que j'y joue. Je suis brûlé, je suis vidé, mais mon Dieu que j'ai du fun. Et je souhaite à tout le monde que vous ayez autant de fun que moi dans vos parties de Blood on the Clocktower. Puis en plus, je veux dire, si la barrière de la langue est pour vous vraiment quelque chose de insurmontable, ben ça y est. La gang de Open Season Game arrive avec leur version francophone, leur version française, que vous allez pouvoir vous-même participer au financement afin de pouvoir recevoir une copie de cette belle boîte en français. En tout cas, comptez-moi in Open Season Game parce que moi, je trouve ça le fun d'avoir aussi une version française et anglaise pour des conventions comme ça. Les gens en français, il a fallu qu'on leur explique plus. Les gens en anglais, il a fallu qu'on leur explique davantage comment parler aux autres. C'est cool. J'aime ça. Je suis content. J'ai passé une belle fin de semaine. Puis j'ai amélioré des choses et j'ai vu les autres choses que j'avais à travailler. Mais je me suis jamais flagellé. J'ai eu du fun. J'ai eu du plaisir, j'ai eu envie de renouveler l'expérience. Fait que, tu sais, on se revoit à une prochaine convention. On joue à ce jeu-là. Allez dans les pubs ludiques, encourager que ce soit l'Abyss, que ce soit la halte ludique. Allez encourager ces gens-là qui jouent à Blood. Je veux dire, si vous voulez l'essayer, c'est une expérience incroyable. Pour vrai, la deuxième game, il y avait 3 personnes qui avaient vraiment joué souvent et les 3 se sont retrouvés à être méchants ensemble et ils ont manipulé tout le monde. De A à Z, les enfants inclus, ils se sont fait manipuler comme des petits marshmallows. C'était incroyable. Fait que vous allez vivre à chaque game quelque chose d'unique, de merveilleux, puis de peut-être un peu traumatisant des fois. Parce qu'il y a des affaires qui vont arriver. Je vous le dis pas là, ça va dépendre de votre groupe. Fait que merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a aidé. On se revoit bientôt. Je vais en faire d'autres des vidéos de même, c'est le fun. Ben, à moins que vous aimez pas ça. Aimez-vous ça? Gamer, c'est juste ça qu'on te demande! Come on, t'as aimé la vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey, ho!